Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues. Back Issues, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement de la revue de bande dessinée, de la chronique, de la critique, appelez ça comme vous voulez, avec l'ami Corentin. Yo, on vient vous présenter et vous parler de bande dessinée, donc de comics principalement, qu'on a lu récemment et dont on a envie de vous parler parce que généralement on a plutôt apprécié, et donc dans un vaste complot ourdi avec les banquiers et l'économie mondiale, eh bien on veut vous faire dépenser votre argent, tout simplement. Mais non, je plaisante bien entendu, n'oubliez pas que les bibliothèques existent également. C'est un vaste complot banque-bibliothèque en fait, oui. Tout simplement. Mais c'est surtout pour vous donner envie, si jamais vous aviez des envies de lecture, eh ben on vous donne quelques envies, on participe à cela, on a envie que vous soyez curieux, donc on essaie d'aller chercher des titres, pas forcément les plus en vue. Parfois si, parfois on fait les gros mainstreamers de ouf. Mais donc voilà, on espère simplement que ça vous plaira. Et Corentin, oui. Par quoi va-t-on commencer aujourd'hui ? Par Écuyère. Et bien voilà, oui, on va commencer par ce gros morceau de bande dessinée sorti il y a quelques mois, c'était au printemps chez Bliss Édition, qui s'appelle Écuyère, donc l'adaptation en français de Squire, un album de Sarah Afalji et de Nadia Chamas, deux autrices et artistes qui nous emmènent dans un récit de fantasy, parce que ça se passe dans un univers un petit peu médiéval / oriental, avec un folklore très oriental, dans lequel en fait il y a un empire, et dans cet empire formé de plusieurs communautés, il y a les Ornus, et les Ornus sont des parias tout simplement. Et donc il y a une jeune Ornu qui veut rentrer dans l'armée de l'empire, justement pour élever son statut social et pour participer, on va dire, à une sorte de roman national de l'empire en fait, qui est là, qui est vaillant, qui va aller défendre son territoire et pour devenir une héroïne. Ça démarre un petit peu comme Mulan, puisque comme elle est Ornue, en fait, elle a un tatouage qui est vraiment systématique de sa communauté, qu'elle va cacher au moment d'être recrutée, et arrivée sur place, eh bien, elle va s'entraîner pour devenir donc une écuyère, et ce faisant va découvrir en fait bien que l'empire et le grand roman qu'on lui vend n'est peut-être pas ce qu'il est. Un récit donc qui va parler beaucoup de thématiques en fait, à la fois de colonisation, par rapport à la façon dont cet empire en fait gère les territoires adjacents, qui parle simplement d'idéologie, tout simplement de nationalisme, enfin de pourquoi on se bat, de guerre, de paix, tout simplement. Corentin, qu'en as-tu pensé ? Je trouve ça très sympa. Comme je le dis à chaque émission, je suis pas un fervent lecteur de romans graphiques jeunesse, parce que c'est de ça dont il s'agit en l'occurrence. Même si c'est tout à fait compréhensible par un public adulte et appréciable par un public adulte. Ça parle de tout ce que tu viens d'évoquer. Ça parle aussi de roman national, effectivement, comment l'histoire est écrite par les vainqueurs et comment au sein d'une communauté polyculturelle, on va dire, on a besoin d'avoir une sorte de grande ligne fédératrice patriote pour un peu assembler toutes les nations. Ça parle, oui, de racisme au sein d'un même pays, de comment des communautés ont été avalées mais ostracisées pendant des générations et des générations. Et tout ça embarqué dans une histoire qui est du roman d'apprentissage, un peu mangaïsant, on va dire, dans le sens où c'est justement donc une adolescente et ses amis adolescents qui vont à une école de soldats. Donc on retrouve tous les codes au départ, il y en a qui s'aiment pas, puis ils s'apprécient. T'as le fils prodige qui va être super strict et super guindé à la Sasuke, on va dire, parce qu'il veut absolument être digne de son père et de son héritage familial. Tu vas avoir celui qui est un peu plus rêveur, qui croit qu'en fait tout ça c'est un truc très héroïque, très enlevé, très corps de trompette et tout. La jeune femme qui, elle, à l'inverse, l'héroïne. Aiza, qui a plutôt une forte tête, qui est toute frêle, mais qui a une grande gueule et tout. Et donc, effectivement, ça va évoluer avec un rendu graphique très intéressant, qui fait, donc, dans la postface, elle explique bien, effectivement, que pour elle, c'est de la fantaisie, mais que le but étant d'interroger le rapport entre l'américanité et ses origines arabes, ou les origines de son peuple, de ses parents, enfin, de leur peuple et de leurs parents. C'était de créer comme ça un dialogue entre les cultures. Donc on retire tout ce qui va être des éléments de fantasy classique, donc les dragons, les orques. C'est ça, à la base, elle voulait que ce soit un orc, l'héroïne principale, mais en fait, elle est complètement changé d'idée ensuite pour partir sur différentes peuplades très humaines. Donc, c'est dans le registre de la fantasy, mais pas fantastique. C'est ça, c'est pas The Witcher. Non, qui est une allégorie du racisme aussi, mais avec des monstres. Donc tout est possible. Donc c'est assez joli, j'aime beaucoup les effets de phylactère. Il y a un rendu qui est très agréable, qui fait justement, alors
de mon point de vue de caucasien ouest européen, évidemment, c'est évidemment cliché de dire ça, mais qui fait très mille et une nuits, justement, dans ce côté un peu vaporeux, un peu nuage de fumée que prennent les phylactères, où les longitudes qui partent de la bouche des personnages s'enroulent pour faire comme un effet un peu de vent, un peu de truc très naturel, très léger. Globalement, c'est un dessin qui est assez léger, qui est assez coloré, qui respire bien, qui est très agréable. Il y a un pur chara design, je trouve, sur certains costumes, notamment, qui sont complètement ouf. Alors forcément, ou par rapport à l'imaginaire que ça convoque, effectivement, donc sur des œuvres plus orientales, façon Prince of Persia, ce genre de choses-là aussi. Mais voilà, et c'est des costumes en drapé, avec aussi des armures, hein, où elle explique d'ailleurs à la fin, d'où elle doit le reprendre, que c'est vraiment des pièces d'armure ottomanes, d'anciens empires orientaux. Et il y a vraiment une patte graphique que je trouve qui est assez exceptionnelle là-dessus, et qu'on a à juste titre, hein, pas l'habitude de voir non plus. C'est ce qu'elles disent aussi dans la postface, c'est que en tant qu'américaine mais d'origine arabe, en fait, leur culture, généralement, quand c'est dépeint dans de la fantasy, bah ouais, c'est les barbares sauvages avec des rites bizarres, ou alors c'est les orques. C'est ce qu'elle dit, c'est soit on est les orques, soit on est les barbares. Tu vois, un peu syndrome Game of Thrones, un petit peu, on va dire, bien sûr, sur certains aspects. Et donc là, c'est vraiment une façon de remettre en avant, ce qui leur appartient, le patrimoine qui leur appartient, dont elle se revendique, et de l'illustrer de façon beaucoup plus améliorative, et sans que ça transparaisse dans un discours appuyé en disant, enfin, ils sont pas tous en train de te dire, ah putain, trop bien ton costume, et non, c'est juste toi, quand t'es en lecteur, tu regardes, tu fais, vas-y, en fait, ces chara design, ils sont super charmés. Oui, ça fait vrai, en fait. C'est probablement parce que nous, on a moins l'habitude, à part dans quelques œuvres comme Kingdom of Heaven ou quelques jeux vidéo qui font les bons travaux de recherche pour ne pas justement résumer le soldat, le fantassin arabe ou musulman moyen à un mec en toge avec un drapé et un cimetière. D'ailleurs, ils expliquent pourquoi le cimetière, je savais pas. Parce qu'en fait, c'est plus simple pour les combats à cheval parce que tu fais que des mouvements circulaires, contrairement aux épées bien droites des chevaliers occidentaux. Donc il y a plein de détails qui sont effectivement assez agréables. La patte de couleur est très bien choisie. C'est beaucoup de couleurs un peu, j'ai pas envie de dire pastel, mais un peu, comment dirais-je, un peu descendu. Il y a une patte chromatique qui fait beaucoup de bleu, très acidulé, de rose, de nuances de marron, etc. Enfin, c'est vraiment joli. La scène de ville au début, justement, qui t'introduit directement dans cette espèce de contexte. Alors qu'en plus, c'est amusant parce que c'est un monde qui donc fait arabo-musulman, qui fait golfe persique, qui fait tout ce que justement tu peux mettre comme image quand tu penses à ces régions-là du monde. Mais c'est au sein de ce monde-là qui est globalement guidé par cette influence. Il y a encore une allégorie qui fait que les Ornous sont un peuple particulier dans un regroupement de factions, un regroupement de nations, etc. Comme à un moment donné, il y a un jeu sur le langage où t'as un assassin qui parle avec ce que je pense être du vrai arabe, entre guillemets, alors que les autres peuplades parlent, entre guillemets, français, on va dire, enfin, la langue des colons, quoi. Donc c'est bien fait, c'est très léger, c'est très accessible, vraiment. Même si vous êtes adulte, vous pouvez lire ça, il n'y a pas de problème, ça ne prend pas le lecteur pour un imbécile. Non, pas du tout. Faut dire, parce qu'enfin, on l'estampille un petit peu jeunesse parce que c'est dans un format aussi, un format souple, et avec un trait, on va dire, et qui, de toute façon, c'est un titre qui a été nommé dans plusieurs catégories de prix, effectivement, souvent dans des catégories jeunesse, mais en fait, le propos est super adulte, et justement, je trouvais même que c'est assez dense en fait dans ce que ça brasse, dans ce dont ça veut parler, et sans forcément te faire un exposé. C'est vraiment, en fait, c'est au fil des convictions des différents personnages que toi-même en fait t'en viens à te demander effectivement si mon pays était dans ce contexte-là, qu'est-ce que moi j'en penserais en fait, ou de savoir comment toi tu te situes par rapport à ton rapport à l'histoire. Mais je pense qu'on le met dans ce contexte-là parce que le courant des romans graphiques jeunesse avec des guillemets a permis aussi à beaucoup d'autrices et aussi des auteurs bien sûr, mais à beaucoup d'autrices qui venaient justement de background culturel qui échappaient un peu à la norme du trentenaire caucasien qui a grandi avec Star Wars et Le Seigneur des Anneaux. J'ai grandi avec, je ne jette la pierre à personne, de faire des créations et de mettre en avant leur apport, en fait, leur originalité culturelle dans un monde de BD qui était généralement plus archétypal. On a vu plein de titres comme ça arriver, même chez DC, ou je pense aussi, je vais pas me retenir je pense au Unique Studios aussi, le courant de BD un peu nigérien qui avait été fait là. Donc voilà, ça fait partie de ce mouvement-là. Si vous voulez voir un peu de la fantasy différente, ou on va dire du manga parce que pour moi il y a vraiment un peu de ça dans le style. Oui. Du manga même d'école soldat. Parce que c'est des pages, alors c'est pas du manga en couleur non plus, mais vu que c'est un format qui est plus petit que, en tout cas qui est moins haut que ce qu'on a dans le comics en général, t'aurais un peu, tu vois, la sensation que c'est entre les deux, c'est-à-dire que ça reste en couleur comme de la BD occidentale, mais que t'as ce rapport au découpage, vu que c'est des planches qui sont plus étroites au final, que même dans les scènes d'action,
par rapport au cadrage ou par rapport à la façon dont on suit les coups d'épée, notamment quand c'était duel, qu'il y a quelque chose de très manga aussi, avec des cases plus verticales. Même l'héroïne qui était justement à ce côté vachement héroïne de manga shoujo, un peu grande gueule et tout, l'autre qui lui dit chute, oui, chute avec une grosse tête qui est bien énervée et tout. Il y a un peu tous ces codes-là, et tu sens justement que c'est un bon aggloméré à la fois de la fantasy, donc il y a un truc très occidental, du manga et des influences que les deux autrices mettent dans leur truc. Donc ouais, non, une bonne lecture. J'étais content de découvrir ce petit volume. Voilà, donc c'est disponible chez Bliss Edition pour la somme de 29 €. Et encore une fois, c'est un certain prix, mais faut voir la taille du bouquin. C'est pas un truc de 100 pages à quelques, hein, ça en fait plus de 300. Donc voilà, c'est un bon gros morceau de lecture. Et vraiment, de toute façon, vous verrez la couverture. Enfin, moi, je trouve que la couverture, elle a quelque chose d'immédiatement très poétique aussi. Enfin, un trait qui te dit quelque chose vraiment qui est super parlante dès le départ. Elle te dit écuyère déjà. Elle te dit écuyère déjà. Oui, ce sera. Elle te dit Nadia Chamas aussi. Ouais, c'est vrai. Elle dit Bliss Edition. Elle dit plein de trucs, cette couverture. C'est ça. Mais au-delà du texte, justement, c'est les images qui parlent. Et clairement, c'est un bouquin. Dès que j'avais vu la couverture, parce que nous, on en avait parlé. Parce que ça avait reçu un prix justement, et juste après Bliss en avait profité pour annoncer que ça allait venir chez eux, et la couverture moi m'avait charmé immédiatement. Donc voilà, ça c'est de la jeunesse. Maintenant on va passer du côté de pas de la jeunesse du tout, puisqu'on va vous parler d'horreur, et d'horreur avec un grand nom de l'industrie des comics, alors dont on n'apprécie pas forcément tous les œuvres, mais qui est deux grands noms. Oui, non, mais attends, ne me coupe pas. Donc, un grand nom dont on entend souvent parler, puisqu'il est très prolifique dans l'industrie, s'appelle Scott Snyder. Et un autre grand nom dont on parle moins souvent pour ses œuvres produites, mais dont on parle souvent pour son absence, sa regrettée absence, puisqu'on attend toujours qu'il finisse certaines de ses séries qu'il ne finira pas. Mais en attendant, donc, Scott Snyder et Francesco Francavilla, qui ont fait ensemble La Nuit de la Goule, Night of the Ghoul, qui, à l'inverse de ce qu'on avait supposé il y a très longtemps dans un podcast, en fait, ne parle pas de types qui jouent à Warhammer toute la nuit, mais qui est bien un récit d'horreur. D'ailleurs, je crois qu'on avait chroniqué le numéro VO, peut-être. Un vieux doute des familles, là, je t'avoue. Ouais. Il me semble, parce qu'on a vu que j'avais déjà fait cette vanne, j'ai l'impression que... Dans un front page. On a déjà beaucoup parlé de ce projet-là parce que, fan déclaré de Francesco, on était content de le voir revenir, mais il me semble pas qu'on en avait encore discuté, ouais. Oui, vas-y, pitch. En fait, c'est tout simple. C'est l'histoire d'une sorte de fan de films d'horreur, d'un ancien metteur en scène un peu amateur qui travaille dans la numérisation de copies argentiques, donc qui prend des films en pellicule et qui les transforme en version numérique, en fichier VLC, quoi. En fichier VLC, tout à fait, voilà, à projeter depuis un gros player VLC géant avec un gros truc orange, qui découvre un jour les dernières bobines d'un film perdu, qui s'appelle La Nuit de la Goule, The Night of the Ghoul, d'un réalisateur un peu maudit qui a disparu à la fin des années 40, et qui traite en fait d'une bande de soldats allemands qui pendant la Première Guerre mondiale vont croiser un monstre, le ramener au pays un peu façon la momie, et donc voilà, ce metteur en scène a disparu, la bobine a été en partie détruite par un incendie, et le réal qui est le héros qui est un fan de films d'horreur va avec son gamin dans l'hospice où il a retrouvé la trace du metteur en scène. Évidemment, puisque c'est une BD de Scott Snyder, il y a un monstre, et ce monstre évidemment est bien réel, c'est celui de la goule du film et de Warhammer 40 000 du coup, parce que dans l'intérieur la goule à un moment donné s'arrête pour peindre un mortarion. Non, c'est pas vrai. Donc voilà. Qu'en as-tu pensé, Arnaud? Moi, j'ai grave kiffé. Parce que et j'avais même dit quand j'en avais parlé, je crois, sur mes réseaux, sur mes petits sur mes réseaux, sur mes potes, non, mais sur les petits posts de review que je fais de temps en temps, que je trouvais que c'était le meilleur Scott Snyder que j'avais lu de ces dernières années, en tout cas dans l'indé, et notamment dans toute sa ligne Comixology Originals, donc qui est publié chez Delcourt, j'allais dire en grande partie, mais tout n'est pas encore arrivé. Mais il a fait plusieurs titres qui nous sont arrivés, et dans le tas récemment on a eu notamment We Have Demons ou Démons avec Capullo qui est pas bien, quoi, qui est lourdingue de ouf, malgré ce qu'on peut apprécier du dessin de Capullo, c'était vraiment lourdingue. Noctera, bon, c'est pas ouf non plus. Non. Voilà, il faut. Oh, c'est même mauvais, Noctera.
À mon sens, on est vraiment là. T'as toujours été plus sévère que moi, mais parce que moi, j'arrive quand même un petit peu à apprécier le King Tony Daniel, ce genre de choses là, tu vois, et que j'aime bien les monstres aussi, donc disons qu'il y a quand même un univers qui me plaît, mais je suis tout à fait prêt à reconnaître que c'est pas ouf. Il y avait Claire avec Francis Manapoul qui était plutôt joli, mais qui peut-être dans sa conclusion n'était pas aussi abouti que la promesse de départ de cet univers de Cyberpunk. Ouais. Mais j'avais quand même plutôt bien aimé, mais là vraiment comparé à ces trois autres titres qui essaient tous à chaque fois d'avoir un peu le high concept dans son registre et qui essaient un peu de vouloir développer des univers là avec où t'apprends X mille trucs à chaque chapitre, c'est plutôt ça qui est relou. Là ça va, c'est simple, un réal, un film maudit sur une créature qui en fait potentiellement existe, de l'horreur, presque huis clos limite dans le contexte, et on va pas s'égarer non plus à c'est pas la goule qui serait l'apôtre d'un démon plus grand encore et dont il faudra invoquer 12 artefacts pour avoir le truc. Non, on reste vraiment très simple, et je trouve que c'est hyper agréable en fait d'avoir un Scott Snyder qui se canalise. Donc là-dessus, ça rien. Je trouve que l'atmosphère, elle est prenante. Je trouve que voilà, la montée en tension, elle fonctionne. Que ça devient vraiment de l'horreur. Que Frank Avila, c'est Frank Avila, il est trop bon. Donc il fait peur, vraiment. Il y a le design de la goule en question. Franchement, il est hyper bien. Franchement, big up aussi pour la couverture choisie pour l'édition VF. Franchement, elle marque avec cette main les pattes d'araignée, tout ça. Même si tu passes un peu vite devant, tu peux lire La Nuit Goule. Oui, peut-être si tu fais pas attention, mais je trouve que la main elle t'accroche le regard, tu vois, il y a un truc derrière. Ouais, donc franchement moi j'ai été super content d'avoir ce titre. Je sais pas la fab est assez jolie hein, quand ouais même. Non, c'est un très bel album qui mérite peut-être plus. Je sais pas s'il a fonctionné ou pas. C'est sorti là cet été, donc c'est encore une sortie assez récente qu'on vous met en avant. Mais vraiment, par rapport à tout ce qu'a pu faire Scott Snyder et tout, moi je trouve que c'est vraiment là-dedans qu'il doit s'engager dans des projets à plus petite échelle. Bon, alors avec des artistes comme Frank Avila. Après, le problème de Snyder, c'est pas du tout les artistes avec qui il s'entoure, clairement pas. En général, c'est quand même des bons artistes. Par contre, c'est plus qu'est-ce qu'il leur donne à faire. Et là, par contre, Frank Avila, voilà, dont on avait déjà vu les prouesses sur Afterlife with Archie, dans le registre horrifique, il est parfait. Donc là, vraiment, c'est vraiment une très bonne alchimie artistique qui permet d'avoir une bande dessinée hyper agréable. Oui. Peut-être que tu seras plus réservé, toi. C'est-à-dire que oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est le meilleur Snyder de cette espèce de nouvelle vague indépendante dont il nous a abreuvé récemment. Cela dit, Le Canari avec Panosian est vachement bien aussi. Ah, j'ai pas encore lu. C'est aussi de l'horreur dans un autre contexte, et on en reparlera. Le truc avec Tula Lotez, c'est ça? Non, ça c'est Barnstormers. Okay. Non, Le Canari c'est avec Dan Panosian. C'est le truc avec la mine dans une sorte de western, enfin avec la mine qui abrite des démons en fait. Okay. Truc d'horreur aussi, mais là aussi pareil, qui reste assez canalisé, et t'as une montée en tension qui est assez grande et avec des vraies scènes horrifiques quoi. Mais je crois que ça arrive plus tard cette année chez Delcourt. Moi, ce que je vais répéter, ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est que je connais trop le style de Snyder maintenant. Je trouve qu'il fait plus les efforts qu'il faisait à une certaine époque, par exemple. Voilà, je vous raconte ma vie. Moi, j'ai vu beaucoup des films d'Universal des années 20-30 et pas mal de films d'horreur de cette période un peu rigide qui était les années 40 et 50, la période du code, on va dire. Et je trouve qu'il y a un truc qu'il n'arrive pas à faire, c'est faire de la polysémie. C'est-à-dire que les personnages parlent tous comme les personnages. Enfin, ils ont tous la même façon de parler. Par exemple, il y a une scène dans cette BD où dans le film qui est censé se passer dans les années 40, les héros vont dans une sorte de musée et pour récupérer un artefact. Voilà. Et par exemple, dans un film moderne, on a besoin de justifier pourquoi est-ce qu'ils font le braquage. Quand ils se font aider par quelqu'un à l'intérieur, il faut par exemple, vous avez vu cette scène 10 fois dans un film par exemple, un mec de l'intérieur fait rentrer les braqueurs, mais pour que le braquage soit crédible, il faut que les braqueurs lui mettent un pain pour que voilà, il y ait l'air d'avoir eu de la lutte. Ça, c'est un problème qui se pose pas du tout dans le cinéma des années 40. Mais de même que l'assemblage de protagonistes qu'il met ne sonne pas en fait comme un film d'époque. On va dire que je chipote évidemment parce que c'est pas de ça dont il s'agit dans la BD. Bonjour Corentin, cinéphilie.com. Non, mais en fait, si tu veux, c'est que tous les personnages du coup appliquent le même raisonnement, la même vision en fait de la vie. Puis ils ont clairement pas vu le parrain quoi. C'est un bon exemple, mine de rien. Au-delà de la vanne débile que tu viens de faire, voyez le film Barbie si vous ne l'avez pas comprise.
qui est très vraiment une vanne très marrante. D'ailleurs, j'ai vu que, je sais rien à voir, mais sur Letterboxd, tous les mecs qui mettent des héroïdes à la Barbie, tu vois, dans leur film préféré, il y a le parrain. Ouais. C'est pas du tout une blague. Forcément. Mais c'est un super film quand même. Mais tu vois, voilà, le parrain, par exemple, tous les personnages ne parlent pas de la même façon, ils ont pas la même considération des choses. Et je trouve que chez Snyder, même le fils, Orson, voilà, dont le nom en plus est assez évident du point de vue des hommages rendus, même le fils, justement, il a un phrasé qui fait pas du tout gamin, quoi. Qui fait super adulte. Et la plupart des héros, pareil, il y a cette espèce d'euphorie d'exposition où on va t'expliquer, on va te dire, alors moi j'ai vu ça, j'ai vu ci. Ce qui fait que les premiers chapitres sont quand même assez verbeux. Pour pas grand chose en plus, je veux dire, le concept est assez logique, assez éloquent. Je pense que Snyder, qui travaille avec trop d'artistes différents, n'arrive plus à faire ce qu'il faisait au début avec Capullo ou avec Paquette. C'est-à-dire qu'il a plus de mal maintenant à laisser son script respirer. Il fait pas assez confiance à son artiste pour que le dessin lui-même devienne assez éloquent, pour qu'on n'ait pas besoin de comprendre de quoi il s'agit, tu vois. Là, le coup, par exemple, de la Légion des Scarabées, j'aurais compris tout seul, je pense. Je suis pas débile, t'es pas obligé de me mettre des factions, des explications, de machin, de bidule, etc. Le pouvoir personnel. Ceci étant dit, donc ça, c'est les tics d'écriture propres à Scott Snyder, et si vous n'aimez pas son style, ça sert pas à grand chose d'y aller. Ceci étant dit, cette BD-là, elle a une grande qualité, c'est qu'elle est dessinée par Francesco Francavilla. Et lui, c'est un maître de l'hommage à cette époque du cinéma d'horreur. C'est-à-dire que si vous voyez la moindre couverture de Francavilla, on dirait l'affiche d'un film d'horreur qui n'est jamais sorti. Et là, c'est exactement du coup un matériau qui est essentiel pour lui, parce que il peut aller chercher le cinéma des années 40, et même il va remonter un peu plus loin en arrière, le noir et blanc, il va jouer sur les éclairages, parce que ça se passe dans un asile, enfin dans un hôpital pour vieux, un hospice, quoi. Très mal éclairé. Un EHPAD, c'est ça, voilà. D'ailleurs, c'est très réaliste du point de vue de ce qu'on fait aux vieux dans les EHPAD de nos jours. Avec un des deux protagonistes qui est vraiment une gueule de monstre et tout. Enfin, c'est très joli, c'est très beau, c'est très bien découpé, c'est très bien éclairé. C'est vraiment comme à chaque fois que Francavilla fait une BD, un truc à saluer, un truc à souligner. Limite, si les dialogues vous plaisent pas, lisez en diagonale et appréciez juste le coup de crayon, parce qu'il est virtuose. Il y a rien à dire là-dessus. Je me souviens, j'avais vu un tweet quand Quietly avait été annoncé sur le truc dont on était partenaire d'ailleurs, la nouvelle BD de Mark Millar. Yes. Qui s'appelle The Ambassadors. The Ambassadors, voilà. Et t'avais un mec qui avait dit, il y a tellement peu de BD de Frank Quitely, et tellement d'entre elles sont écrites par Mark Millar. Ce qui fait que quand t'es pas fan de Mark Millar, t'es un peu piégé avec lui si tu veux lire du Quitely. Bah là, je trouve que Francavilla, c'est un peu pareil, en fait. Il fait tellement peu de produits que tu peux tolérer un script qui va être un peu plus faiblard que s'il l'avait fait avec Aguirre Sacasa, par exemple, qui est un très bon exemple. Tout à l'heure, tu disais les BD qui finissent pas. Donc la BD en question étant Afterlife with Archie. Voilà, with Archie, où justement Aguirre Sacasa fait beaucoup plus confiance au coup de crayon de Francavilla pour faire des scènes où il n'y a pas de dialogue, où juste le dessin va respirer, le dessin va te raconter ce que tu vois, sans forcément inonder de phylactères et tout. Mais ceci étant dit, voilà, c'est effectivement important de le lire si on aime Francavilla, si on aime ce cinéma d'horreur-là, et si, contrairement à moi, on n'est pas un gros chipoteur, ou qu'on n'a pas une hostilité naturelle pour le script de Scott Snyder. Mais quand même, moi, ça me dit un truc, que sa meilleure BD soit encore un produit sur lequel j'ai des critiques, et en l'occurrence, une vraie critique formelle. C'est sa meilleure BD à date, quoi. Oui, à date, oui. Parce que une vraie critique formelle, et qui là, en l'occurrence, est complètement objective, c'est le twist ne tient pas debout. Il y a un twist dans cette BD. Alors, ça gêne pas le plaisir de lecture, parce qu'à la fin, t'es surpris, t'es en mode, bon, ouais, ok, c'est quand même une lecture agréable, plaisante et belle. Mais ça ne tient pas debout. Si tu fais la liste de ce qui se passe dans la BD par rapport au twist, tu dis, ouais, mais attends, il y a un truc qui décolle là. Et j'ai vu d'ailleurs beaucoup de cette opinion revenir sur les message boards. Donc voilà, il faut savoir dans quoi maintenant on s'engage quand on lit du Snyder moderne. Parce que même le côté adolescent et très verbeux n'excuse pas forcément des fautes de scénario pour un mec qui a un tel vécu, un tel bagou. Moi, je vous dis, prenez-le comme un plaisir graphique. Vraiment, si vous aimez justement les covers de Francavilla, ce côté super film d'horreur rétro, là, c'est du porno. C'est régalade, c'est beau, c'est la palette de couleurs qui est utilisée en bleu et orange qui est incroyable. L'éclair obscur, les maîtrises des ombres et tout ça. Voilà, et puis effectivement, c'est un bel album, la fab est super cool. Moi, si Francesco, tu m'écoutes, il y a d'autres scénaristes très intéressants que tu pourrais aller creuser. Et si Scott, tu m'écoutes, franchement, prends Witches, comme tu avais fait à l'époque, et justement, n'hésite pas à laisser des plages de silence. T'as le droit, c'est bon pour tout le monde. L'horreur, en plus, ça joue vachement avec le silence. Fais-toi plaisir, mon poteau. Ouais, t'as raison, c'est vrai qu'il y a toujours Witches aussi qu'on oublie un petit peu, mais
Ça reste sa masterpiece d'horreur pour l'instant. Ouais. Et qui revient cette année. Ouais, Skip. Moi, je le verrai que quand je le verrai. Enfin, je le croirai que quand je le verrai. C'est un peu mon symptôme à moi. On va Là, dire. il lui reste quand même 2 mois pour l'annoncer et le sortir. Hein. S'il veut le faire pour Halloween comme il a fait dit depuis 4 ans. Oui, bah du coup, ça n'arrivera pas parce que les sollicitations d'octobre sont déjà tombées pour tous les éditeurs, donc ça ne marchera pas. Anyway, on continue. Corentin, tu as mis où l'album? Derrière l'ordi. Ah, c'est pour ça, jeune petit coquin, Tiens. tu me l'avais caché. Ah oui. On continue donc ce podcast avec un autre titre, orienté horrifique aussi, mais plus sous-marin. Oui. Donc c'est Aquaman Andromeda de Ramvé et Christian Ward. Donc un album qui est sorti chez Urban Comics dans le DC Black Label, puisque c'est l'une de ces mini-séries en 3 numéros sur lesquels un auteur, en tout cas un duo d'auteurs, a carte blanche pour reprendre un personnage et lui faire une aventure qui soit hors continuité. Et donc là, en fait, Ramvé, qu'on a eu en interview, et on en parle un petit peu d'Andromeda dans cette interview que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas encore fait, s'intéresse en fait au point Nemo. Le point Nemo qui n'a rien à voir avec le personnage du film de Pixar, mais qui est donc l'endroit... Ah, si, en un sens. Bah non, pas du tout, il n'y a pas de poisson rouge. Ça se passe sous l'eau. Oui, Bah donc ça a des trucs à voir. oui, bah d'accord, super. Ça a plein de trucs à voir. Super, bravo. Donc le point Nemo, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, eh ben c'est le point de l'océan Pacifique, je crois, ou Indien, je me rappelle plus. Mais c'est là où en fait l'humanité, Au sud. ou alors c'est, ouais, non, je crois que c'est. Bref, on s'en branle. Oui. On s'en fiche, oui, on s'en Complètement. fiche. Là, De c'est. toute façon, la géographie. Googlez point Nemo sur Google. Exactement, ce n'est pas notre fort. Sinon, on ferait plutôt un podcast de géographie. Et donc, est-ce que First map. Allez. Cartographers. Zut. Alors, principale ressource de la Belgique, Arnaud. Voilà, la bière, forcément. Ou les frites, je sais pas. Donc le point Nemo, Arnaud, c'est là où les satellites s'écrasent quand ils redescendent sur Terre. Voilà, tout simplement parce que c'est l'endroit le plus profond dans les sols océaniques, et donc a priori, vu qu'il n'y a pas non plus trop de vie, c'est là qu'on envoie les satellites se cracher. Sauf que un beau jour, eh bien il y a un signal. Fuji. Voilà, il y a un objet qui vient de tomber et il y a un signal qui est repéré par le gouvernement américain, qui envoie donc une équipe en loose day, en forme de Black Ops, en fait, qui réunit militaires et scientifiques pour aller étudier qu'est-ce que c'est, puisque on a un petit peu peur que ça vienne d'ailleurs, que ce soit pas du tout, justement, vu que ça c'est venu de l'espace, que ce soit pas du tout un satellite d'origine humaine, et donc ben ça fait un petit peu flipper. Sauf que cette équipe ne sait pas que Black Manta est aussi sur le coup, et que que Aquaman va s'y mêler, sachant que là t'as une approche d'Arthur Curry qui est vraiment plutôt légende vivante, légende rurale presque, une forme de mythe qui est pas du tout du côté du super-héros, avec d'ailleurs une apparence vraiment d'un homme des mers en fait, mais qui vit en synergie avec les fonds avec marins. Une armure qui est faite de corail. Voilà, de corail, de coquillages, qui pourrait presque être bouffé un petit peu même par ces coquillages sur certains aspects. Et donc, une ambiance de huis clos, parce qu'on est dans un sous-marin, c'est hyper oppressant comme atmosphère. En plus, quand tu vois les actualités qu'il y avait eu récemment autour d'un certain sous-marin, tu te dis, Oui. ça peut te remettre un petit peu un coup de pression, sans jeu de mots. C'est Joli, magnifique. Non, joli. Joli le jeu de mots, bien sûr, mais un peu noir quand même, un peu d'humour noir. Non, moi, je trouve ça marrant. Et c'est magnifique surtout une fois de plus. Hein. Voilà. Parce que Christian Ward, en fait, qu'on avait vu sur Invincible Kingdom, un récit de science-fiction de J. Willow Wilson, qui était magnifique à regarder pour ses plans spatiaux, pour les vaisseaux qu'il faisait, pour les panoramas de planètes et de galaxies. Quelque part, le fond marin, c'est une autre forme d'espace, une autre forme de grand vide. Pour nous en tout cas, et donc là c'est pareil, c'est du porno visuel avec des vaisseaux marins qui ont forcément des allures de vaisseaux spatiaux, avec des fonds marins qui sont aussi magnifiques qu'un plan de l'espace. Bref, c'est de la régalade à tous les niveaux. Peut-être moins convaincu par on va dire le twist aussi de cette histoire, par l'élément en fait et voilà la mystery box de ce récit, mais quand même un bon plaisir de lecture, et notamment qui rappelle que c'est vraiment dans le Black Label en fait que DC est le plus intéressant en fait, hein. Comme Tout toujours, simplement, bien sûr. À préciser d'ailleurs, chose rare pour un récit Aquaman, celui-ci évolue complètement en dehors de la continuité des séries traditionnelles. Vous avez déjà probablement dû lire des Batman où il n'est pas fait mention de Superman, de Wonder Woman, de la Justice League, où en fait on s'intéresse que à Batman et on imagine limite que le monde entier n'existe pas en dehors de Batman. Là c'est pareil, on est dans un monde où il y a Aquaman. Il n'y a jamais eu Superman qui s'est écrasé sur Terre. L'objectif de Andromeda, c'est de dire qu'il n'y a que Aquaman et sa mythologie, donc Black Manta qui existe aussi à côté. Dès l'intro, on a de toute façon un clin d'œil
est effectivement très explicite puisque tu as un œil qui se confond avec le ménisque de l'océan, on va dire, et qui du coup forme une sorte de trou noir pour justement appuyer l'allégorie que les fonds marins sont l'équivalent des, enfin, au niveau de à œil d'explorateur, l'équivalent de l'espace infini. Et c'est vrai, puisqu'on n'a pas forcément exploré l'ensemble des fonds marins de toute façon. Enfin, les profondeurs, là, les abysses, ça ne parle pas. D'ailleurs, justement, c'est aussi le sujet d'un film de Ridley Scott qui s'appelle James Cameron. Abyss, James Cameron. Qui s'appelle donc Abyss, effectivement. Et il y a des hommages qui sont extrêmement appuyés. On va suivre une petite équipe qui est donc envoyée au fond des mers, comme dans Alien, comme dans Abyss, et au contact des fonds marins, évidemment, coupée de l'humanité. Cette petite troupe va redécouvrir un petit peu ses instincts bestiaux et sa nature profonde. Donc, il y en a qui vont devenir plus lâches, d'autres plus meurtriers, d'autres... Voilà, ça va leur révéler un peu qui ils sont, ce qui est un des tropes assez communs, justement, de ce genre d'histoire. C'était déjà un peu le cas aussi dans Voyage au fond des mers de Namor. Donc, l'histoire de Peter Milligan et Sadri Beach dont on avait parlé dans un Back Issues récent. Mais c'est quand même différent, puisque là, on est moins dans le Lovecraft, je trouve. Quoique, évidemment, son influence est toujours là, puisque c'est pareil, le côté... un groupe d'explorateurs qu'on coupe de la civilisation pour aller dans un monde où les monstres sont légion et où la santé mentale pose question, c'est évidemment Lovecraft qui l'a inventé, entre guillemets. Ça tire plus du côté de The Thing, ou oui, donc de Abyss, évidemment, dans le sens où c'est vraiment l'équipage qui nous intéresse et pas spécialement Aquaman et pas spécialement non plus Black Panther. C'est une présence diffuse et c'est pour ça que moi j'avais fait le parallèle aussi déjà sur Namor The Depth. Où en fait, oui, mais Namor, c'est l'objet de leur. Non, mais en termes de présence, tu vois, c'est que ça a beau porter le nom dans le titre, en fait, tu ne le verras que peu. Tout à fait. Mais la différence, donc, Namor est le monstre de Voyage au fond des mers. Oui. Alors que là, le monstre est la sphère. Il y a encore, oui, c'est un autre truc, oui. Voilà. C'est vraiment, effectivement, très beau. Parfois confus, parce que ce style peint sans contour de peinture numérique de Christian Ward peut parfois perdre un peu le regard du lecteur dans sa séquentialité qui se paume dans les scènes d'explosion, on n'est pas trop sûr de ce qui se passe par exemple, mais il y a un usage de la couleur, il y a un usage de la sensation de flottement au niveau du fond marin, le flottement du trait, l'effet écrasant en fait que peut avoir cette peinture, exactement comme celle de Tokini dans l'eau, hein, de Eric Remender. Dans l'eau et dans l'eau et dans l'eau. Oui, c'est ça. C'est dur de faire ce podcast sans faire de jeu de mots pourris toutes les deux phrases. J'avoue que là, je sais pas si c'est le coca, mais on est... Donc voilà, si vous avez aimé l'eau, allez allez vous baigner. Allez vous baigner. Prenez un verre, hein, hydratez-vous, la famille. Donc, au secours. Et on voit que Ramvé, qui est quand même un auteur assez érudit, chope les bons éléments aux bons endroits. Donc évidemment, le point Nemo, ça nous fait penser au Capitaine Nemo. Donc on nous met des référents extrêmement évidents, extrêmement clairs et assumés à 20 milieux sous les mers. Ouais. On va évidemment aller chercher un petit peu le côté BD d'aventure d'autrefois. On a donc tous ces films qui sont cités et explicitement cités. Et on a effectivement donc cette menace qui, moi, ne me dérange pas au demeurant. C'est plus le format de l'album avec lequel j'aurai un problème. Quoi ? Je trouve qu'il... Non, mais il est beau, ça, j'ai pas la taille ni rien. Il est trop court pour ce que Ramvé a à en dire, à mon sens. Et il y a un problème de rythme. C'est-à-dire que quand tu finis le numéro 2, c'est en 3 numéros, hein, 3 numéros étendus de 48 pages, tu te dis, mais comment il va réussir à boucler parce qu'on n'a pas encore vu lui, on sait pas encore ce que c'est que ce truc-là, etc. Et au final, il fait ce que beaucoup de scénaristes font. Il résume, c'est-à-dire qu'il fait justement un paragraphe d'intro, de quelques planches d'intro où en fait le père d'Arthur Curry va nous donner un petit peu la clé de compréhension du truc, ce qui est un peu facile, mais en même temps ce qui cadre bien avec son propos à lui. C'est en fait le propos de Ramvé dedans. Et si vous écoutez effectivement l'interview qu'Arnaud a fait de lui, où je double avec adresse et majesté ce bon Ramvé, il t'explique en fait que l'importance pour lui c'est déjà ce que tu mets dans le cœur de ton histoire. C'est pas en fait le décorum, c'est pas les rayons laser, c'est pas oh là là machin va est mort, vite tourner la page pour voir ce qui se passe après. C'est l'élément humain que tu peux attraper, que tu peux amener avec toi. Et là en fait l'élément humain qu'il met, c'est le rapport de l'humain aux histoires. Donc Aquaman dans cette histoire, dans Andromeda est une histoire, comme tu dis, c'est pas un héros déclaré, c'est une légende, un mythe que les gens se racontent. C'est le descendant moderne de Poséidon, c'est la sirène de Ulysse. De la même façon que la créature, on va dire, qui s'écrase sur Terre, est une histoire et fabrique de l'histoire. Et même en un sens, toute cette espèce de rapport justement aux influences qu'il va emprunter. Et c'est une façon pour Ramvé de te dire, voilà comment j'ai composé mon histoire. Pour moi, c'est une façon de digérer tout ce que j'aime dans ce propos-là particulièrement.
et de le restituer de manière assez intéressante. Et surtout, il y a un coffre qui est génial. Enfin, ça sonne vrai, les personnages sonnent vrais. Il arrive à mettre à chacun des petits backgrounds en quelques pages qui leur donnent évidemment une identité assez profonde. Black Manta, ça fait très plaisir de voir Black Manta bien écrit comme ça, parce que il l'est pas écrit comme justement son équivalent cinéma, on va dire, comme un mec qui fait la gueule et qui papa, non, c'est un mercenaire. papa. C'est un mercenaire qui pense, enfin, j'ai envie de dire de façon très pragmatique et presque économique aussi, en fait, Ouais, en bien fonction sûr. de qu'est-ce qu'il a vraiment à y gagner. Et puis c'est un pirate, tu vois, Ouais, c'est un homme des Oui, mers, pardon. quoi. C'est Ouais. quand il dit justement à son commanditaire, est-ce que vous avez déjà passé du temps loin du récif, enfin loin du littoral, au point de commencer à manquer la terre? Et tu dis, voilà, lui, c'est un mec qui est devenu, en fait, l'océan. C'est comme Aquaman. C'est un mec qui vit tellement au milieu de la mer que c'est son territoire, c'est sa nation, et tout ce qui se passe à l'intérieur, ça le concerne, ça le regarde. Le design que fait Christian Ward est merveilleux. Il y a une scène où Aquaman, du coup, sort de l'eau et apparaît dans un vaisseau, dans un plan en pied. Et tu sais, la forme qu'il donne à son casque, qui est pas du tout la forme, justement, de scaphandrier classique en ovale, comme ça, que font généralement les artistes. Il lui donne un effet vraiment de Ray Manta avec des volures comme ça, ou un peu de requin. Enfin, c'est vraiment un design qui est génial. Et il assume d'ailleurs complètement le côté où le sous-texte de la rivalité entre Arthur Curry et Black Manta existe. Hein. On comprend, en fait, si on a lu les comics d'essai avant, que c'est le même contexte. C'est il a tué mon papa, et lui il a tué mon papa, et on s'en veut, et on va se taper dessus jusqu'à la mort. À tel point que la vision de Black Manta qui donne un petit peu l'espèce de boss de fin, on va dire, c'est exactement un truc qui pourrait être canon chez DC. Mais par contre, Amvé ne l'appelle pas Aquaman ni Black Manta. C'est toujours Hyde et Arthur Curry. Il y a vraiment cette envie de poser un truc très réel, très ancré. Là, tu as une encre, tu vois. Et qui marche du Kraken, ça marche. Exactement. Et qui marche du feu de Dieu. C'est vraiment un plaisir graphique génial. Moi, mon seul reproche, c'est que c'est trop court. Et qu'il est obligé à la fin d'accélérer. Et du coup, ça se termine quand t'as envie d'en savoir plus, quand t'as envie d'aller plus loin. Un problème que n'avait pas, justement, Voyage au fond des mers de Milligan en 6 numéros, parce qu'en 6 numéros, il composait parfaitement son rythme, pour qu'il y ait l'espèce de twist qui nous fait progresser c'est 6 numéros dans l'évolution. de 20 pages, donc Oui, la longueur est la même. Quand même, tu vois, c'est différent. C'est que t'es obligé, en fait, de te dire, j'ai tel espace à remplir. Je ne peux pas mettre un cliffhanger qui, du coup, encore une fois, joue sur ce que le lecteur va deviner ou garder avec lui à la fin du numéro. Tu vois, parce que Voyage au fond des mers, c'est ça. C'est genre, à la fin d'un numéro, tu comprends que le personnage de l'explorateur, qui est un mec très réaliste, qui dit non, ça n'existe pas, les créatures, machin, je suis un mythbuster et tout. En fait, à chaque fin de numéro, il devient de plus en plus taré. Et la présence de la mort évolue de plus en plus au fil des numéros. Alors que là, justement, mécaniquement, t'en as que 3. Et même s'ils sont plus longs, t'es obligé d'aller un peu plus vite vers ton histoire. Ceci étant, ça n'empêche pas du tout que c'est un super album et que le fait de faire une histoire d'horreur avec Aquaman, c'est l'idée la plus évidente du monde. J'espère que c'est qu'un début et qu'il y aura d'autres auteurs et artistes qui vont s'y intéresser, parce que le potentiel d'explorer les fonds marins, il est inexploré. Oui, c'est ça. Enfin, il y avait le film Underwater, je crois, avec. Oui, Twilight Mission. Ouais. Kristen Stewart. Kristen Stewart, merci, voilà. Qui était hyper bien, vraiment en termes d'angoisse et de suffocation sous les mers. Mais en plus, c'est con parce que justement, souvent, on prend le côté l'horreur marine comme juste les films de requins. Ah non, mais les fonds marins, il y a rien de plus. Franchement, mais regardez des documentaires juste sur les bestioles qui vivent dans les fonds marins. C'est du film d'horreur en tant que tel, quoi. Il y a la vie qui s'est adaptée vraiment pour des pressions et surtout de l'absence totale de lumière. Donc forcément, t'as des gueules pas possibles. C'est assez incroyable. Puis le cosmique marin, parce que justement toutes ces formes et ces couleurs, ça appelle effectivement une imagerie de l'espace et ces créatures un peu aliens, tu vois, qui peuvent s'éclairer avec les particules qu'elles ont sur elles et tout. Il y a vraiment un côté, c'est ce que j'ai pas vu le film, mais apparemment Avatar 2 a bien compris, c'est comment mélanger le bestiaire marin à cette espèce d'idée de la SF. Non mais je l'ai pas vu, je sais pas, j'en sais rien, c'est des on-dit. Arnaud l'a pas vu non plus parce que c'est un vrai cinéphile. C'est comme le parrain. Mais voilà, tu vois, c'est quand même dommage que Abyss soit un peu le seul exemple de ça au cinéma. Enfin, dites-nous si on a raté des films dans ce style-là, ceci dit. Mais du coup, bon gros délire, et limite, moi, j'aurais envie pas d'un tome 2, mais de retrouver Ward sur une série marine, parce que je trouve qu'il est vraiment génial dessus. Yes, mais en attendant, Ward, on le retrouvera sur de l'horreur cosmique, mais dans Gotham City, donc ce sera pas forcément un mal non plus. Je pense que ce sera tout aussi agréable à regarder.
Du côté de la jeunesse de nouveau, puisqu'on est de nouveau sur un titre un peu jeunesse quand même s'il se présente pas dans le format souple auquel on aurait l'habitude. Et donc on est du côté de Black River Comics avec qui sort pas énormément de titres par année, mais qui a des choix en indé qui sont plutôt intéressants à mon sens. Surtout ces derniers temps, on avait eu Marjorie Finnegan de Garcenis et Goran Sujuka. On a eu l'anthologie Hotel sur laquelle il faudrait revenir parce qu'elle était quand même pas dégueulasse non plus. Donc des productions Aiwa Studio, en fait, ils multiplient les titres avec Aiwa. Et donc là, on s'intéresse à un artiste auteur qu'on aime beaucoup qui s'appelle Carrie Andrews. Donc Renato Jones, les 1% notamment. Donc c'était 2 tomes chez Achilleos. Il y avait le Amazing Fantasy qui était plutôt sympathique, même si Corentin n'aime pas la conclusion, mais qui est en tout cas très bien illustré chez Marvel, donc chez Panini Comics. Et donc là, c'est une nouvelle création. Alors, je sais pas si c'est du full creator own, mais en tout cas, c'est en indé chez Aiwa, donc qui s'appelle Heretic. Hommage assumé à Ultimate Spider-Man par Carrie Andrews avec un adolescent, donc Oliver, qui arrive dans une nouvelle ville. Alors, pour le contexte, ça se passe techniquement dans le monde de The Resistance de Straczynski, qui a été publié chez Panini. Donc, faut savoir qu'il y a eu une pandémie mondiale et que une partie des personnes contaminées qui ne sont pas mortes, en fait, ont hérité de super pouvoirs. C'est ça. Leur Covid long à eux. C'est ça. Et donc, Oliver arrive dans une nouvelle ville, ils viennent d'emménager dans un nouveau lycée, donc voilà, faut se faire des potes, faut être le plus populaire, il s'amourage d'une nana qui elle le voit comme le loser du coin, tout ça, sauf que ce que ne vous dit pas Oliver, c'est que il a un pouvoir, sauf que ça ne s'active que 10 minutes par jour, et après il faut que ça se recharge. Et comment on fait pour devenir plus ou moins un super-héros quand on n'a que 10 minutes pour bien agir dans une ville où il se passe des trucs de plus en plus étranges, et notamment parce que on va dire qu'il y a un nouveau principal qui a une vision un petit peu particulière de ce que doit être le bien et la liberté de penser dans nos sociétés modernes. Je trouve que ça parle pas mal en fait de beaucoup de discours qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, même sur les échanges d'idées de façon générale. Enfin, c'est peut-être un peu confus dans là où Carrie Andrews veut en venir, parce qu'on voit pas très bien où il veut en venir. Par contre, c'est plutôt cool de voir ça, et parce que j'imagine que, je sais pas s'il a discuté avec des ados un petit peu pour voir comment ça se passe dans les lycées actuellement, mais je trouve que ça fait assez sincère dans le sens qu'il prétend pas écrire à la place forcément des jeunes, mais dans les sujets qui s'interrogent ou dans la façon dont c'est amené, je trouve que ça amène à la réflexion, que c'est plutôt bien gelé. Et puis c'est hyper beau, ça de toute façon. Ah bah alors. C'est Carrie Andrews, il dessine trop bien, puis là il a cette façon en fait d'intercaler ses dessins avec des décors qui sont tirés de photos en fait, sur lesquels il applique des filtres et tout ça, mais je trouve que ça rend hyper bien, que le décalage un peu cartoon dessin adolescent avec le photoréalisme des décors marche hyper bien. C'est parfois un petit peu confus, c'est pas tout à fait, et puis ça accélère, pareil, il y a un problème de rythme ou d'accélération sur la fin. C'est le bordel. Parce qu'il y a quelques ellipses dans certaines pages et c'est un petit peu le bordel et tout ça. Mais moi, ce que je l'ai souvent dit, c'est je préfère une œuvre un peu bordélique mais sincère et bien branlée et faite avec les tripes plutôt qu'un truc ultra cadré et tout ça, mais qui est pas vraiment d'âme. Donc c'est pas parfait, c'est pas le meilleur travail de Carrie Andrews, qui a quand même fait Renato Jones saison 1 qui à mon sens et Spider-Man Reign, un de ses meilleurs. Reign, bien sûr, le règne de Spider-Man. Il y avait déjà le côté décor, mais c'était des décors en 3D en l'occurrence. Ouais, mais quand même une super bonne sortie quand même, qui fait plaisir, je trouve. On n'a pas assez de Carrie Andrews de façon générale. Je pense que c'est pas un auteur qui est reconnu à sa juste valeur en France, clairement. Donc ça fait plaisir de voir Black River le sortir. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah oui, à peu près comme toi, effectivement. On adore évidemment ce coup de crayon. Carrie Andrews, il est génial parce qu'à chaque BD, il y a toujours une continuité artistique, mais à chaque BD, il trouve un peu une nouvelle technique graphique, on va dire, qui fait que le moindre titre ne ressemble pas forcément au précédent. Et là, effectivement, cette espèce d'utilisation des décors réels, dont on pourrait craindre une sorte d'Uncanny Valley un peu chelou, en fait, ça rend super bien. Parce qu'il y a les choix de couleurs qui rendent... donc Brian Reber qui fait un très très bon taf sur les couleurs. Ouais, complètement. Le côté Spider-Man, parce qu'effectivement, c'est complètement Ultimate Spider-Man. À tel point que ça peut devenir un peu marrant quand justement tu te dis que c'est une sorte de digestion des défauts un peu du style Bendis, parce que c'est le bordel. Moi, vraiment, il y a un problème de structure dans ce qu'il écrit. Ça se fait vraiment dans tous les sens. Il y a vraiment de tout et de tout et de tout à chaque fois. Je pense que c'est vraiment parfois le passage d'une scène à l'autre qui est un peu abrupt. Ouais, et même dans les dialogues, il y a un côté un peu conscient du stéréotype qu'il emploie. C'est-à-dire que vraiment, dès qu'il arrive, t'as la super belle meuf,
avec sa bande de potes qui sont trop snappy. Oui, t'as le quarterback. T'as son frère qui est le cliché pareil de lui qui va être le grand musclé populaire et un peu bébête. Et en fait, tout ce qu'ils disent, tous les dialogues qu'ils disent, on dirait un générateur de répliques artificielles de. Ouais, mais... Oh non, t'es dur là quand même. Ah bah quand même. Mais à tel point justement qu'il arrive à tordre le cou à ça pour en faire des personnages qui assument leurs clichés. C'est vrai qu'en fait, l'héroïne justement, parce qu'il y a vraiment une héroïne, c'est vraiment en fait le cliché de la Mary Jane, on va dire, ou de la Gwen Stacy un peu pain-bêche. Je sais pas si on utilise encore ce mot aujourd'hui, mais qui en fait se révèle évidemment être elle-même victime d'une daronne un peu castratrice, qui en fait, bah, évidemment qu'elle est amoureuse du héros, parce qu'on est dans un Spider-Man. Mais la façon dont c'est fait, en fait, ça ressort quasiment tous les défauts de ces personnages-là pour les rendre un peu attachants, tu vois. Et justement, ce que ne faisait pas Bendis, qui voulait toujours essayer de trouver un peu plus la tendresse et tout. Alors que là, ça va tellement à 100 à l'heure qu'il a pas le temps. Même le héros, il te dit, hein, je suis un nerd et tout, et puis je vais me faire casser la gueule. Et mon frère, bah, c'est un trou du cul qui m'abandonne, clairement. Hein, ça se joue là-dessus. Ce qui fait que ça va en fait assez rapidement trouver une sorte de charme un peu balourd, un peu maladroit, mais effectivement assez sincère. Le reproche, moi, principalement que j'aurais à faire, en fait, c'est la tonalité, enfin, c'est la philosophie qui guide l'album, c'est-à-dire que le prof, donc c'est très manga ça aussi, hein, ou même Persona, si vous avez vu la Persona quand il y a le prof d'histoire qui porte un casque de samouraï et tout. Là, c'est un peu le même délire, c'est-à-dire que vous avez un prof qui leur apprend un petit peu les bienfaits du communisme, mais du communisme version Kim Jong-un, à tel point qu'il a en fait un portrait de Kim Jong-un au-dessus de son tableau noir. Et donc il va avec une sorte de pouvoir à la Dune. Dès qu'il dit un truc à quelqu'un, c'est quelqu'un avec la voix, ouais. Tout avec la voix. Dans la voix. Et ça fait que du coup tous les profs deviennent un petit peu des communistes stéréotypés. Et donc t'as un débat. C'est du communisme totalitaire parce que c'est vraiment le bien commun, mais se plier à une seule façon de penser pour le bien commun. Où on te dit, mais en fait, non, en fait, faut pas être différent parce que sinon on peut pas. Enfin, c'est très bizarre aussi parce que tu sais, tout ce passage aussi intéressant sur le fameux mème sur c'est quoi la différence entre l'égalité et l'équité, et que en fait, pour atteindre l'égalité, c'est donner la même chose à tout le monde, mais que l'équité, c'est donner plus à ceux qui en ont le plus besoin pour que tout le monde soit au même niveau. Et je trouve que la répartie de la gamine à ce moment-là, en disant, mais oui, mais là, on a quand même que 3 gamins qui regardent un match, et est-ce que c'est vraiment ça de l'équité? Est-ce que c'est pas aussi de pouvoir être acteur du match plutôt que d'être simplement spectateur? Et je trouve que, en fait, c'est un bon détournement on va dire, même de gauche.com, en fait, qui tombe, tu vois. Et moi, ça m'a sorti par les yeux ce passage. Ah ouais? Ah, moi, je trouve ça super. Ouais, super mais si tu veux être le meilleur, si tu veux être en compétition avec les autres, comment tu fais dans un monde de gauche et tout? Enfin, vraiment, je trouve que ça prône l'individualisme. Ah non, moi, je l'ai pas du tout pris comme ça. Ah, moi, je l'ai complètement pris comme ça. Moi, je l'ai juste pris comme vraiment une façon de dire, mais en fait, la vraie vie, c'est au-delà des mèmes et des principes, c'est que parfois, en fait, il y a des choses qu'il faut appliquer différemment et que je l'ai pas du tout vu comme un truc de individualiste. Hein. Bah, surtout par rapport à l'allégorie du sport, justement. Mais vous lirez, vous nous direz. Parce que le sport, c'est collectif aussi pour ça, parce que notamment en fait, pour ce genre de compétition. Le portrait qu'il fait donne aucune crédibilité à justement la pensée de l'égalité, en fait. C'est juste le mec qui faisait est un dictateur. Et tout le bien qu'il pourrait y avoir avec, ça passe juste par non, c'est un dictateur, ferme ta gueule et tout. Et l'héroïne qui lui dit, ouais, mais tu vois, on fait des matchs de sport parce qu'il y en a un qui doit être le meilleur. Et la prof qui lui répond, ouais, mais gagner, ça veut dire qu'il y a beaucoup de perdants. Et elle fait, ouais, mais on s'en fout, on veut juste gagner. T'es en mode, ouais, ok, bon, j'ai compris. Carrie Andrews, c'était pas un mec qui vote extrême gauche. C'est pas grave, chacun son truc. Ah, je vais me le relire alors parce que je l'ai vraiment pas ressenti comme ça, quoi. Bon, écoute, on en reparlera dans un podcast sur la politique et les comics. Mais non, enfin, à part ça, voilà, on s'en fout complètement, de toute façon. Ce qui compte dans le truc, c'est que c'est quand même, c'est très beau, c'est très sincère, et ça va assez bien avec le style, justement, très chaotique et très énergique du graphisme. Parce que là, du coup, vous avez un Spider-Man qui prend pour emblème le rat, d'où le nom de Erratique. Voilà, c'est erratique, qui utilise des faisceaux électriques pour se déplacer avec des toiles à la Spider-Man. Franchement, pourquoi Marvel fait pas un procès, je comprends pas. Franchement, on est vraiment dans le cliché. C'est parce que c'est des faisceaux électriques. Plagiat de fou, quand même, quoi. Même les postures, c'est complètement des trucs Spider-Man. En fait, c'est Carrie Andrews qui s'est dit, je ne veux plus travailler avec Marvel sur de l'ongoing ou parce que je suis pas assez rapide déjà pour commencer, et en plus parce que peut-être qu'ils ont pas envie. Tu sais, moi je pense que c'est beaucoup plus pragmatique. Enfin, si on part de ce point de vue-là, c'est chez Marvel, ce sera toujours du creator owned. Donc de toute façon, ce sera de l'IP et de la propriété sur laquelle j'ai aucun droit. Donc de toute façon, j'ai pas envie d'avoir un chèque de $5,000 si jamais on faisait une histoire, sachant que vu qu'il n'a pas créé Spider-Man et qu'il ne pourra rien créer chez Spider-Man aujourd'hui, il ne touchera rien. Là, il est chez West Studio, Axel Alonso, Joe Quesada.
Enfin, surtout Alex Alonso, je crois, maintenant. D'ailleurs, c'était pas José Quesada, c'était Bill Jamas. Bill Jamas, mais il est plus là. Voilà, mais il est plus là. Mais donc, faire des NFT, il est pas revenu. C'est ça. Donc, Axel Alonso, qui a un pied dans les adaptations. On sait que Iowa Studios, c'est aussi, ils ont d'ailleurs même créé un département pour développer des choses. Donc, forcément, il a beaucoup plus à gagner à faire une sorte de spoof de Spider-Man avec son propre univers et tout ça. Parce que si jamais c'est adapté, déjà, les comics se vendent, ça lui fait plus de thunes. Et si c'est adapté, il aura aussi plus d'intérêt. Et puis là, en plus, il y a vraiment le potentiel pour faire une série animée, quoi, parce que ça fait très dessin animé, de toute façon, hein. Justement, ce côté qui va très vite, qui assume un peu les stéréotypes des fictions adolescentes et qui les restitue assez bien. Comme d'hab, moi, mon problème, c'est que c'est trop court, mais il y a une suite, Erratic Recharge, qui est sorti en 4 numéros. Mais là, encore une fois, voilà, on avait un débat là-dessus, d'ailleurs, au dernier front page. Pour moi, ça aurait mérité une ongoing, en fait. Parce que mais là, c'est son rythme, c'est son rythme qui est pas possible, ouais, je mais pense. pas forcément une ongoing mensuelle, tu vois, une ongoing où il en fait régulièrement, et puis voilà, quoi. Quand il peut. Parce que là, précisément, en plus, pareil, encore une fois, j'ai été voir un peu les avis là-dessus, tout le monde dit que c'est vachement bien, tout le monde dit que c'est bordélique, mais que c'est bien. Et t'as envie, en fait, d'en voir plus, t'as envie d'avoir, une saison annuelle, etc. En plus, il y a vraiment cette réplique qui revient constamment, ça va être notre année. Ouais. Ça, tous les personnages disent ça, vraiment, ça va être notre année. Et finalement, t'as pas l'impression qu'il se passe une année dans le tome. Du coup, tu te dis, visiblement, il a envie d'en faire un truc sur un an, donc vas-y, bombarde et tout. Et du coup, dès que ça commence, ça se termine. C'est-à-dire que voilà, dès que ça y est, il a son costume, il a la nana. Disons que l'arrivée des Nemesis se fait de toute façon aussi super abrupte. Oui. En plus, pareil, si t'as pas lieu de résistance. En plus, c'est pas évoqué, ça, dans Résistance, l'espèce de gamin robotique et tout. Bref, mais voilà, tu peux dire qu'il y a eu une pandémie dans le vrai monde. Et donc parce qu'il y a vraiment des scènes aussi où il a le Covid, le gamin, littéralement, quoi. Et tu dis, ça m'évoque un truc. Ça, je connais ça dans la vraie vie. Ah tiens, il a marqué confinement. Oui, en plus, il y a un confinement. Ah ouais. Et voilà, tu vois, c'est pareil, par un truc avec son père, qui est laissé en suspens, on dit, reviens le prochain coup et tu auras la réponse. Moi, j'aimerais bien Andrews, qui pour moi a beaucoup de talent, mériterait une ongoing, ou la promesse d'un vrai truc sur le long terme. Parce que là, imaginons que les ventes de Erratic Recharge soient pas au rendez-vous. Je l'ai pas lu encore, hein, j'attendrai la VF. Imaginons, voilà, qu'il y ait pas de suite. Ça, je trouve que c'est un peu dommage parce que on le dit souvent aussi, on est en galère de Spider-Man officiel. La série Nick Spencer, elle était nulle. La série de Zeb Wells, elle est pas incroyable. Je suis poli aujourd'hui, en tout cas. Ouais, t'es très poli. On n'a plus de série Spider-Gwen en continu. Miles Morales Spider-Man, c'est pas bien. Donc au final, moi j'étais ravi de prendre cette petite bouffée d'air frais ultimatienne et qui justement a ce côté un peu maladroit et charmant des débuts. Donc même il y a un côté Buffy aussi d'ailleurs. C'est la fin de l'album avec le proviseur et tout, c'est vraiment du Buffy. C'est vraiment genre. Ouais, attends, on est dans une fiction adolescente, les profs c'est les méchants. Donc moi j'en prendrais pour un deuxième tome avec plaisir. Et je le conseille à toutes celles et ceux qui auraient un peu de mal à se trouver dans l'actualité arachnéenne officielle. Yes, très bien. Donc c'est disponible chez Black River Comics pour la somme de 17€, le tarif d'ailleurs qui était le même pour tous les albums dont on vient de parler là depuis avant, donc pour La Nuit de la Goule et Aquaman Andromeda également, c'est la même fourchette de prix. Et donc on va terminer avec la masterpiece de ce podcast, à mon avis. Le Eisner Award. Oui, c'est vrai qu'il a eu un Eisner Award. D'ailleurs en BD jeunesse, en comics jeunesse, alors que toi t'as dit, voyons, mais moi je pense pas du tout que ça mériterait du truc, ça ferait plus le meilleur artiste ou meilleur. Tu parles pas comme ça. T'avais dit oui, c'est ça, complètement. Allez. Donc, on vous parle de Do a Power Bomb de Daniel fucking Warren Johnson, donc son nouveau chef-d'œuvre chez Image Comics qui nous arrive, non pas chez Delcourt cette fois, puisque ce n'était pas sous la label Skybound, c'était chez Image de façon plus générale, donc c'est arrivé chez Urban Comics, qui a un petit peu revu d'ailleurs belle édition orangée, sa charte graphique pour la couverture, la 4e de couverture sur ses indies, donc ça fait plaisir aussi de voir ça. Donc si vous aimez le catch et si vous aimez oui, qu'est-ce que tu me montres? C'est Jake de Murder Falcon. Ah oui. Ouais, il est dans la case là. Ouais, mais c'est encore plus triste du coup. Oui. Bref, mais ne me parle pas de la dernière case en plus, t'es ouf toi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Un titre donc graphique, c'est orange, c'est beau. Voilà, donc le catch. Si vous aimez le tournoi d'arts martiaux de Dragon Ball,
Voilà, tout simplement, si vous aimez ces deux éléments-là, je pense que vous êtes déjà, et si vous aimez le dessin de Daniel Warren Johnson, vous savez à peu près à quoi vous attendre. Donc une catcheuse qui a perdu sa mère quand elle était petite, qui décide d'être elle-même une catcheuse professionnelle, mais qui galère. Un jour, un mystérieux homme lui propose de participer à un tournoi très particulier, puisque le prix qu'elle peut gagner, c'est pas non seulement la ceinture de la WWW Heavyweight Championship, mais c'est aussi le fait de pouvoir ramener sa mère à la vie. Y arrivera-t-elle? On ne vous le dit pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de bastons qui se préparent sur ce chemin. Meilleur truc, quoi. Hein. Pas grand chose à en redire. C'est comme, de toute façon, en plus, vous le savez, parce que j'ai déjà annoncé, mais il y aura Daniel Warren Johnson en podcast tout bientôt sur First Print, et vous aurez donc on aura le plaisir d'en reparler avec lui. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est qu'à chaque fois, même sur des thématiques ou sur des sujets très pop, très colorés, où l'action elle est vraiment démesurée et toujours beaucoup exploitée, en fait, il arrive à faire des choses qui vont qui vont au vif pour ses personnages. Donc c'est à la fois hyper bien d'un point de vue purement visuel, et puis scénaristiquement, émotionnellement, c'est une nouvelle voilà, un gros coup de poing dans ta gueule, comme sur la couverture. Moi j'ai pas grand chose à redire, à part juste ça m'a pris au trip, c'est hyper viscéral comme ressenti, et donc c'est coup de cœur, un des coups de cœur de l'année, bien entendu. D'accord, du coup, à la semaine prochaine. De toute façon, il y aura pas de discussion de l'analyse d'Arnaud. J'ai pris un coup de poing dans la gueule. Ouais, moi je suis toi t'es l'érudit qui décortique machin. Moi je parle avec les tripes, toi t'es le cérébral. Tu parles avec le cœur. Yes. Ouais, le cœur et le cerveau, la tête et les jambes. Et le cul. Donc là, en l'occurrence, pas tellement. Enfin, non, il y en a pas. Très cul en l'occurrence. Donc oui, voilà. Donc sa daronne qui était effectivement catcheuse, qui se fait, qui meurt dans l'accident, comme ça arrive à des milliers de professionnels de la lutte chorégraphique. D'ailleurs, ça parle un peu de ça. Enfin, il y a un sous-texte, parce que pour ceux qui ça pourrait intéresser, checker John Oliver WWE sur YouTube. Et vous tomberez sur une émission sur un programme qui s'appelle Last Week Tonight, qui avait couvert un petit peu la réalité à l'ombre du catch, et du fait qu'il y avait un taux de mortalité extrêmement jeune chez les catcheurs, parce qu'ils font en fait des cascades qui leur bousillent le corps. Et comme ils ont pas vraiment de système de retraite, ils doivent le faire jusqu'à épuisement, et jusqu'à ce que ils crèvent, la plupart du temps. Donc là, ça prend ce sujet-là très au sérieux, et ça prend aussi le fait que, même si Warren Johnson, comme Arnaud d'ailleurs, ou comme le Comedy Comics, est un grand, qui fait la traduction, est un grand fan de catch, ça prend tout à fait au sérieux le fait que c'est des combats chorégraphiés. C'est scénarisé. Le catch, c'est du soap opéra avec des mecs musclés. Il y a un dialogue, il y a un narratif, machin, j'ai couché avec ta meuf, bidule et tout. Le mec qui arrive sur scène et qui insulte le public, you are the fuckers et tout. Et après, ils s'abattent avec des chaises et des mecs qui se mettent des têtes dans le cul et tout. Enfin bref, c'est vraiment très agréable. Sauf que là, justement, l'idée, c'est que si Warren Johnson veut faire de la BD de combat, il faut pas que ce soit chorégraphique. T'as une case trop marrante, d'ailleurs. Le nécromancien, qui est d'ailleurs un personnage qui fait très Mark Millar, qui te dit, moi, en fait, j'ai voulu conquérir la Terre, et puis les enfers, ils m'ont banni dans une dimension où je me fais chier, mais heureusement, j'ai la télé. Et du coup, le catch, je trouve ça incroyable, et je voulais faire un tournoi, et l'autre, elle fait, mais du coup, qui c'est qui va gagner le tournoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le catch, c'est décidé à l'avance qui va gagner. Le mec, il fait, t'es trop conne et tout, n'importe quoi. Et du coup, voilà. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que c'est un tournoi qui réunit des catcheurs qui viennent de plusieurs univers, et en fait, la Terre a cette particularité que c'est le seul univers où le catch est effectivement chorégraphié et préparé à l'avance. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que d'un coup, il y a une dimension de danger qui va s'installer beaucoup plus grave. Oui, de violence sur ce tournoi. Voilà, donc on a des catcheurs orang-outans. C'est une incroyable idée de design. Un orang-outan qui se lève et qui fait un double lariat, ça bute. Évidemment, voilà, les scènes de combat sont virtuoses. Ça a ce côté over the top très shonen. On est vraiment dans du shonen avec c'est Dragon Ball, c'est Last Man aussi, les tournois de combat de Last Man. C'est même One Punch Man à un moment donné, enfin c'est même Toriko, tu vois, c'est le boss de fin de cet album, c'est vraiment du Japon mais complètement assumé, tu vois, c'est genre qu'est-ce qu'on peut trouver encore de plus gros? J'ai trouvé, t'inquiète. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Il est complètement con par rapport à ça, mais bref, on va pas spoiler, mais enfin voilà, donc effectivement, c'est du Dragon Ball. Je vais encore une fois répéter cette phrase. J'ai un petit problème avec la brièveté de cet album. Parce que précisément, justement, dans Dragon Ball ou dans All-Rounder Meguru, dans Hajime no Ippo, etc., un combat peut prendre plusieurs tomes, en fait.
Que tu sais, t'as les mecs qui sont au bord du ring et qui font il a utilisé telle technique et tout. Mais comment a-t-il fait? Donc ça, c'est pas Et du là, tu tout vois, c'est le ralenti, adapté. il s'est retourné. Bien sûr, mais c'est pas du tout adapté au rythme de publication des comics. Mais je suis d'accord, mais du coup, je trouve ça un peu dommage parce qu'on a un Warren Johnson qui s'amuse vraiment à reprendre comme tu l'as dit, les tournois des arts martiaux dans Dragon Ball, c'est toujours des espèces de moments un peu pivots. Enfin, jusqu'à un moment donné où ils y vont plus parce qu'ils sont beaucoup trop forts. Mais voilà, c'est cet amour des arts martiaux que Toriyama met dans ces trucs-là. Là, t'as la même chose en fait. Ce qui veut pas dire que c'est pas généreux en baston. Hein. Mais limite, t'auras envie que ça dure plus longtemps. T'auras envie de voir tout. Parce que tu sais, t'as l'espèce de double panneau où ils montrent toutes les équipes de l'univers. T'auras envie de voir plein de trucs. Oui. Voilà, où les mecs s'observent, se jaugent un peu. En fait, c'est là un peu un problème du comics pour moi. C'est justement la brièveté des formats indés où on n'autorise plus en fait le temps d'apprécier un plaisir aussi simple qu'un point dans la gueule. Les Japonais, ils peuvent le faire en 8 pages. Nous, on le fait en 2 cases. Enfin, nous, les Ricains le font en 2 cases. Heureusement, c'est 2 cases qui sont très belles, parce que, évidemment, c'est du Warren Johnson, quoi. C'est pétri de super influence. On est dans un catch qui fait beaucoup plus japonais, d'ailleurs. C'est ce qu'il dit, hein, de toute façon, c'est vraiment le catch japonais qui l'a motivé à faire cet album. Voilà, parce que genre, l'un des héros, Roxanne, ça, et même sa nana, qui, d'ailleurs, à un moment donné, ils sont à un stand de nouilles, voilà, ils passent par Tokyo, etc. L'héroïne est clairement une métisse hispano-japonaise. Oui, et puis elle est inspirée pour le coup d'une de sa catcheuse japonaise préférée. Hein. Voilà. Et même la daronne qui justement a un visage qui ressemble beaucoup à celui de Wonder Woman dans Dead Earth. On a donc tout ce côté, voilà, vraiment over the top, rock and roll à fond, comme les combats de guitare entre guillemets, enfin de groupe de rock dans Murder Falcon. Et d'ailleurs, c'est la continuité directe. Hein, c'est toujours pareil. On va te parler de deuil. On va te parler de souffrance, on va te parler de dépression, de famille qui s'est brisée, via une allégorie très musclée dans les codes de ce qu'est Warren Johnson. C'est toujours ce qu'il fait, de toute façon. Voilà, c'est Space Mullet, c'est un truc sur la dépression chronique au quotidien dans un monde de science-fiction. Vraiment très classique, à la Star Trek, à la Baroudeur de l'espace, et tout, plutôt même à la Star Wars, on va dire. Murder Falcon, c'était ça aussi. Là, c'est encore le cas. Il y a que Extremity, en fait, qui a pas une allégorie. C'est vraiment juste qui est très direct. C'est un mode, mes personnages sont déprimés, mais c'est pas du tout une allégorie de moi-même. C'est juste, ils sont déprimés, point. Et puis voilà. Donc si vous avez aimé Murder Falcon ou si vous l'avez pas lu, déjà allez le lire. C'est vraiment un plaisir. Il y a une technique de suspension du temps qui là fonctionne d'autant mieux qu'il va prendre des codes de l'animation japonaise où le héros il fait un saut juste avant l'impact dans la gueule du mec. Et là, en contre-plongée sur une case ultra verticale. Et dans le catch, évidemment, c'est aussi un truc d'acrobate, hein, le catch. Les mecs, ils font des bonds, ils font des triples saltos arrière, etc. avant de retomber pile par-dessus la troisième corde. Voilà. Et donc là, évidemment, il y a vraiment des scènes où tu t'arrêtes pour regarder un petit peu où t'entends le silence juste avant l'impact et quand l'impact tape, tu t'entends le bang. C'est vraiment très agréable, c'est vraiment très beau. Le bestiaire est top. Petit regret pour les vrais vainqueurs, on va dire, ce qui leur arrive, qui est quand même un peu violentos. Mais oui, ça marche super bien et encore une fois, j'irais pas dire comme Layla Starr, mais si vous avez perdu un parent, un truc comme ça peut aussi vous parler parce que il est aussi très fort pour justement comprendre comment mettre son rapport à l'humanité dans ces figures très colorées et tout. D'ailleurs, les couleurs sont magnifiques, complètement rock, complètement c'est Max pop, Spicer toujours, c'est son coloriste habituel. Voilà, complètement japanime aussi, exactement comme d'habitude. Moi, limite, voilà, si vous avez aimé pareil Lobaloka, ça tape un peu dans la même sphère justement Lobaloka, il n'y a pas des scènes de combat parce que on n'a pas vraiment le temps d'aller si, il y a les scènes de combat, mais je veux dire, il n'y a pas ce côté de tournoi, on n'a pas le temps de suivre Loba jusque dans sa carrière professionnelle. Mais si vous avez aimé justement ce côté la jeune héroïne avec un mentor un peu bougon et qui un peu une image paternelle par défaut, ce deuil aussi d'ailleurs qui est dans Lobaloka quelque part parce que évidemment le père de Loba n'est pas là, et ce rapport aux couleurs, ce rapport de Guadalupe, pardon. Ce rapport aux couleurs aussi. Enfin, c'est vraiment pour moi un cousinage. Je pense il faudrait l'envoyer à Daniel Warren Johnson pour voir si ça lui plaît. Mais vraiment une super BD, effectivement. Et puis la fab est jolie. Ça change un peu justement des urban classiques. Ouais, la direction, la DA sur la couverture, c'est ça change. Voilà. Donc c'est vachement bien. C'est très bon. Mangez-en. Mais fais des BD plus longues, s'il te plaît, Daniel. Voilà, donc c'est la prochaine, ce sera Transformers, et a priori c'est une ongoing, hein, donc on va bien voir ce que ça donne. Ouais. Mais c'est de la licence. Donc, mais en même temps, il a besoin de ça, vous verrez dans l'interview. Mais ils seront dépressifs quand même.
Non, mais mais puis de toute façon, Prime qui va pleurer la mort de sa mère, ou tu vois ça. Vous verrez dans l'interview qu'il explique vraiment qu'il a besoin aussi de se reposer en fait en mainstream sur des licences parce que les Creator-owned, ça littéralement ça lui prend toute son énergie. En tout cas, c'est disponible chez Urban Comics pour 19€ et c'est à ne pas louper. On vous rappelle que vous avez des liens dans la description du podcast pour vous commander les ouvrages dont on parle chez nos amis et partenaires de Comic Zone. Comme ça, vous pouvez à la fois soutenir le podcast et la boutique lyonnaise bien installée là-bas. Allez-y si vous êtes dans la région et faites-leur des bisous de notre part. Et qu'est-ce que je veux dire encore? Si vous avez apprécié ce podcast, partagez-le également. Ça fait découvrir l'émission. Oui, ça fait découvrir l'émission et ça met en avant le travail des personnes dont on vous présente les travaux. Et donc, vous pouvez les partager et également nous soutenir si Tipeee. S'il vous reste encore quelque chose, on vous remerciera et on remercie toutes les personnes qui sont présentes sur notre Tipeee et qui nous permettent de produire ces podcasts de façon très régulière. Merci de nous avoir écoutés, puis on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut!